toutes, bienvenue à tous pour ce forum autour des friches carcérales. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça nous fait chaud au cœur. On va disserter autour de ce projet, de cet enjeu, de cette volonté de redynamisation du cœur de ville de Riom. Vous pourrez, je le dis, durant ce forum, interpeller les intervenants, nos grands témoins, leur poser des questions. Ils sont là pour vous répondre. N'hésitez pas, bien sûr. On vous passera le micro pour qu'on puisse vous entendre pour parler de ce projet qui n'est pas figé, qui n'est pas totalement terminé. Il est ouvert, je tiens à le préciser. L'appel à projet d'opérateur fut lancé par la ville sur les 2 prisons en 2023. Le lauréat fut désigné en mars dernier et bien sûr présent ce soir. On entame désormais une nouvelle phase qui va constituer à travailler collectivement autour de ce projet. Et ce soir, c'est donc un premier rendez-vous collectif. Pour évoquer cette surface foncière de plus de 5000 m² à proximité du Jardin de la Culture et du centre-ville, on a besoin de savoir vos attentes, vos préoccupations, vos interrogations, vos idées. Car je le rappelle, le projet est amené à évoluer. Est-ce qu'on se voit vivre dans une ancienne prison ? Comment respecter l'aspect historique, mémoriel du lieu ? Ah, voilà, c'est pas grave, ça arrive. 15 heures d'autonomie, on m'a dit. Ça fait 15 secondes. Pas mal, hein ? On va parler des thématiques de patrimoine, transmission, réhabilitation. Vos questions, vos remarques, je le rappelle, sont les bienvenues. Monsieur le maire, on débute vite fait avec un mot de bienvenue. On lance la première phase de concertation. Merci à tous d'être aussi nombreux ce soir. Ça fait chaud au cœur, comme l'a dit le présentateur tout à l'heure. On est fiers du projet qui a été retenu. Donc, mais je ne vais pas vous présenter les intervenants. Ils le feront eux-mêmes pour pouvoir, sinon on est là jusqu'à minuit. J'espère que vous allez pouvoir passer les messages que vous avez envie. C'est le but de la soirée. Et puis, on pourra échanger tout au long de la soirée. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je laisse la parole à l'animateur. Et je remercie bien sûr tous les participants ce soir, tous ceux qui sont là. Mais je ne vais pas les citer un après l'autre, sinon on est là pour une grosse partie. Merci. Merci beaucoup. Afin de bien comprendre et que vous ayez toutes les clés, Simon Tessou, il est où ? Il est là. Il était caché. Simon Tessou, vous êtes directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, Grand Prix de l'urbanisme 2023. Une petite spécialité, la ruralité, le patrimoine, les petites communes, ça vous connaissez par cœur, je me trompe pas ? C'est ça. Voilà, vous ne faites pas le timide, vous inquiétez pas. On voit pas, il va se lever. Ce projet, comment est-ce que vous l'avez travaillé ? Expliquez-moi un petit peu toutes les forces vives qui sont rentrées dans ce projet, vous en tant que directeur de l'école d'archi de Clermont-Ferrand. Donc là, c'est un projet. Donc, je vais me lever peut-être pour que tout le monde puisse me voir. Donc, c'est un projet pédagogique, voilà, qui est un projet évidemment, qui intervient en amont du projet réel qui est porté par des architectes ici présents. Donc, en fait, l'école d'architecture de Clermont-Ferrand dispose de 4 domaines d'études conférant grade de master. Et l'un de ces 4 domaines d'études s'appelle Métaphore et traite plus particulièrement de l'héritage bâti. Et donc, en fait, c'est l'équipe enseignante qui est en partie présente ce soir, ainsi que d'ailleurs un représentant de Polytech, puisque en fait, ce projet intervient en collaboration avec Polytech, donc l'université Clermont-Auvergne, et fait intervenir à la fois des architectes mais aussi des ingénieurs, notamment en structure, voilà, sur la question des structures en métal notamment. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà, peut-être que les enseignants pourront en dire davantage. Mais voilà, donc il y a eu ce partenariat avec la ville d'Orion pour penser à la transformation, en fait, non pas de la maison d'arrêt, mais du centre de détention, qui est un des 2 sites voilà, à Riom. On a pu voir toutes les maquettes à l'entrée. À l'entrée, exactement. Ce sont donc les maquettes réalisées par quelques-uns des étudiants qui sont là. Ici, je les remercie. Ok. Pour vous, le projet a répondait à... Oula. Ça risque d'être lent si on applaudit à chaque fois. Je veux bien, c'est normal. Mais on peut applaudir si vous voulez pour tout le monde ce soir, et après on fera à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous va ? Alors mesdames et messieurs, pour l'assistance, pour vous ce soir, pour tout le monde, pour la technique, la régie, Michel Drucker, on applaudit tout le monde bien fort. Merci. Merci pour eux. Non, essayez d'aller un peu vite parce que j'imagine que vous avez pléthore de questions. Il répond à quel enjeu ce projet pour vous quand on vous l'a soumis ? Comment est-ce que vous l'avez travaillé, pensé avec tous ces étudiants, toutes les études qui ont été faites ? Expliquez-nous un petit peu les coulisses, brièvement. Voilà,
Les enjeux sont multiples, hein, évidemment. C'est la question de la transformation d'un patrimoine bâti. On sait que c'est un enjeu crucial aujourd'hui, voilà, parce que ça contribue à des stratégies qui visent à arrêter d'artificialiser des sols, par exemple. Donc le réemploi de structures existantes, voilà, fait partie des solutions, évidemment, pour construire autrement. Je pense que le mieux, c'est que je donne la parole aux étudiants, peut-être, qui pourraient un peu exprimer quels sont qui va devoir parler. Alors, il y a un étudiant qui veut parler un peu sur le projet. Qui c'est le porte-parole? Ah, vas-y. Eh bien, bon, je vais me lever également. Donc, je m'appelle Quentin Cournil, je suis étudiant en Master 2 et en fait, cela fait déjà 2 années que les étudiants ont travaillé sur ce site de réhabilitation de la prison de Riom. Donc, comme l'a dit notre directeur Simon Tessou, les enjeux étaient la question évidemment du patrimoine. Comment est-ce qu'on réhabilite un site qui a une très grande importance à Riom, et c'est un sujet qui passionne les étudiants parce qu'évidemment, il y a une question d'échelle multiple qui est assez importante. C'est un site qui prend une part très importante dans la ville. Également, que faisons-nous de ces bâtiments? Et voilà, c'est un sujet qui nous a suivi tout un semestre, qui a suivi 2 promotions et qui a été un terrain d'expérimentation assez incroyable, justement, puisque nous avons travaillé avec des confrères ingénieurs. Et donc, nous étions confrontés, comment finalement est-ce qu'aujourd'hui on peut réhabiliter ces bâtiments? Avec quel programme est-ce que nous pouvons faire vivre ce morceau de ville? Et donc vous avez travaillé avec des ingénieurs, architectes et ingénieurs ensemble. Oui. Un beau projet sur lequel vous avez planché. Vous avez vu les maquettes, le public? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez une réaction éventuelle? Vous levez la main pour parler si vous souhaitez. On vous passe le micro. C'est totalement tranquille. Pas de réaction pour le moment. Très bien. OK. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes, vous, universitaire, et le projet de Monsieur Villemotte, je vais vous céder la parole. On va parler de l'université. Vous l'implantez dans un site un peu particulier, le cloître, l'église du XIVe siècle. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez travaillé. On aimerait avoir le mot d'ordre de votre projet, Monsieur Villemotte. D'abord, je pense qu'il faut se dire c'est 1 hectare en centre-ville. Et finalement, rattacher cet hectare qui était isolé de la ville, de le rattacher à la ville, première chose. Et pour ça, il fallait un programme, et un programme surtout qui ne soit pas... c'est très simple. Donc vous voyez, le centre de détention, il fait 1 hectare ici. Rapprochez votre micro. Et c'est même un obstacle visuel. C'est un obstacle. Et donc ce qu'on a cherché, c'est le rattacher à la ville. Et pour ça, il fallait trouver des fonctions. On a trouvé des fonctions très différentes, une grande mixité dans les fonctions, de façon à ce que ça soit vraiment naturellement un quartier. Et c'est pour ça que vous me parliez donc des étudiants. On a effectivement choisi un endroit qualitatif. On le verra, mais il faut peut-être le voir après dans la présentation. C'est un ensemble, si vous voulez. Nous, on a sauvegardé au maximum les bâtiments qui étaient sur place. Sauf on a démoli uniquement un bâtiment qui était très récent et qui obturait les vues vers le grand paysage. Et donc, on a construit que sur la pointe du projet, le plus discrètement possible et toujours sur le même rythme d'implantation, de façon à avoir la percée vers l'extérieur. Donc, effectivement, vous me demandez, la question c'était c'est quand même la partie le côté université. Je voulais commencer comme ça, comme c'était universitaire. Il y a une partie, si vous voulez, sur laquelle on fait des logements pour les étudiants, et une autre partie dans laquelle on va faire des lieux de travail, des classes, etc. Donc ça fait partie du programme mixte, puisqu'après on va trouver un hôtel, on va trouver des logements sociaux, une maison de retraite, et puis des logements, des logements sociaux et une grande brasserie, quoi. Si vous voulez, c'est un vrai quartier, quoi. Ouais, un vrai quartier. Vous avez eu très peu de temps pour découvrir le projet, appréhender l'histoire, l'apprivoiser. Parce qu'on vous demande quand même que l'aspect historique soit respecté. Il y a à la fois en parallèle une étude historique et puis aussi la découverte du lieu et puis l'instinct de l'architecte qui découvre une ville, qui découvre un lieu et qui imagine une façon de transcender le lieu. Et puis il y avait tellement de racines positives. Moi, ce que j'adore dans l'architecture, c'est de partir d'une racine et puis de faire une greffe contemporaine. Il y avait tellement de racines, c'est ça qu'on a essayé de mettre en exergue.
Et il faut peut-être plutôt regarder sur un plan, si vous voulez, je vais vous montrer. Montrez-nous. Alors là, vous m'avez parlé tout à l'heure de la partie historique. Dans la partie historique, là, mon associé architecte du patrimoine peut vous parler on était la vision du 15e siècle, 18e, 19e et jusqu'en 2020. Voilà les différents plans de ce site qui était. Oui. Bon, si on Jean-Michel, peut vous montrer oui, donc l'évolution de ce site. Et puis après, alors vous voyez un petit peu la masse que ça représente. Hein. Quand je vous disais 1 hectare, c'est une masse. Et surtout, elle est ceinturée de murs qui bloquent complètement les percées, qui l'isolent. C'est une île à l'intérieur du centre ancien. Donc, au fur et à mesure, donc voilà la situation là, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avons démoli ce bâtiment qui est ici. Donc on a créé une percée ici. On a une autre percée ici. Vous allez voir sur le plan masse, c'est peut-être plus simple. Donc la situation aujourd'hui, avec la chapelle qui est très intéressante, qu'on va redécouvrir complètement en enlevant partiellement le mur d'enceinte, et pour la redécouvrir, on démolit ce bâtiment ainsi que celui-là pour avoir cette grande percée et on construit sur la pointe. D'accord. Donc il y a une traversée possible par le public en fin de compte. Complètement. Totalement. Et par exemple, une percée de la rue de Lille, si vous voulez, qui va directement, qui va aller vers le grand paysage et on retrouvera des jardins un petit peu successifs. Vous voyez, on a 5 jardins qui vont se succéder tout au long de ce projet. Vous avez ici en partie hachuré tout ce qui est démoli. Et en bleu plus intense, ce sont les parties qui sont reconstruites. Voilà, c'est très très simple. Et vous me parliez, alors maintenant j'y vais, enfin, la partie étudiante, si vous voulez, on a à la fois ici, on a les logements pour les étudiants, et puis ici on va avoir des lieux de travail pour eux. On a choisi d'ailleurs des très, très beaux espaces pour cela, et le tout orienté à la fois sur un patio, un jardin qui est de très belle qualité, une très belle proportion, je crois qu'il y a une très belle échelle, et puis et la transparence qui va se créer ici. Sachant que là, on aura autre chose. Ici, on va avoir un hôtel aussi qui va venir cohabiter. Ce qui est intéressant, c'est justement la mixité dont je vous parlais. Voilà, la mixité, j'aimerais y revenir et faire une petite pause là-dessus. Vous parliez d'hôtel, j'ai cru comprendre qu'il y avait un pôle médical, j'ai cru comprendre qu'il y aurait éventuellement aussi vous avez le programme ici, des logements. Voilà. La ville a vendu à l'opérateur. Il y avait un programme à la base et dans le programme final que vous nous présentez, par exemple, il a déjà évolué. La crèche et la résidence senior, je crois qu'elle n'était pas là au départ. Est-ce que la ville a encore et les citoyens ont encore leur mot à dire et en quoi ce projet peut être encore ouvert? Vous savez, on sait depuis très très peu de temps qu'on est le lauréat de ce projet, d'abord. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il ait vraiment évolué. Là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est le projet du concours tel que nous l'avons gagné. Ça, très bien. C'est cette première étape. Mais c'est évident que c'est quelque chose, c'est une base pour travailler, pour échanger avec les différentes équipes. C'est un petit peu le résumé de nos recherches. Et vous voyez, après, on peut regarder le programme tel qu'il est, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise des parties historiques ici. Ici, il y a un bâtiment qui est très très intéressant dans lequel on va faire des logements, c'est pour les bâtiments historiques. La crèche que vous voyez là, partiellement avec la résidence senior qui se trouve ici, et les logements sociaux, c'est un petit ensemble, si vous voulez, qui vient et qui laisse un maximum d'espace, si vous voulez. Il y a un équilibre entre le bâti et le végétal qui est très très important. Et que vous voyez, tous les axes de la ville, on va avoir, c'est une grande fluidité, c'est normal. Et par exemple, ici même, on va avoir une grande transparence avec les logements d'étudiants qui se trouvent exactement ici. Voilà. Okay. Ici aussi, on a pensé mettre quelques commerces à cet endroit-là, parce que le commerce, ça aussi, c'est une connexion. C'est une connexion sur la ville. Si vous voulez, les commerces, c'est nécessaire pour faire. D'accord. Il faut que ça amène une certaine attractivité. Ça peut être lié aussi à la présence des étudiants. Là aussi, on a gardé un espace pour la ville, qui sera un petit espace culturel pour la ville, mais qui
de façon à ce que de la ville, on ait envie de venir ici, si vous voulez, s'y retrouver. On Là, va- on a imaginé un petit amphithéâtre naturel avec un Oui, jardin de une sorte de verdure, théâtre de verdure aussi pour un petit théâtre de verdure, quoi, ouais, c'est ça, éventuellement ouais. pour des activités c'est- culturelles. Chacun va y trouver un petit peu son intérêt. Là, après, on termine. Donc, je pense que ça, c'est une unité qui est très intéressante, si vous voulez. Là, je pense qu'un hôtel, C'est un hôtel de 20 chambres, c'est ça? par à peu près exemple, oui, 25 chambres. 25 chambres. L'idée, c'est de profiter de la partie historique pour y faire un hôtel qui marquera. On va dans l'hôtel à Rio parce qu'il y a un très bel endroit avec une vue très, très, très lointaine qui est très, très belle. Et puis, en même temps, la qualité architecturale de ces bâtiments qui sont vraiment typés, si vous voulez, avec la présence de cette lave qui donne Oui. aussi la signature de ces bâtiments, si vous voulez. C'est vraiment très très fort. Et puis chaque bâtiment a un intérêt. On pourra le regarder un petit peu plus loin. Bon, là, alors, vous voyez les jardins qu'on a souhaité. Vous voyez le rapport entre le bâti et le végétal, qui est un élément important. Mais après, vous allez voir comment on a imaginé. Donc ça, c'est le premier bâtiment. Donc ici, vous voyez, à nouveau, je vous montre les étudiants. Ici, les commerces, cet ensemble. Et vous voyez que là, on coupe, c'est pour montrer qu'on n'a pas abîmé, au contraire, on a nettoyé, parce qu'il y a eu des dégradations successives, des interventions architecturales qui étaient un peu à l'abandon, parce que si vous voulez, il y a des interventions qui se sont arrêtées. Il y a des escaliers qui ont été construits dans la chapelle qui se sont arrêtés, des dalles qui ont été construites, etc. Donc il faut nettoyer un petit peu quelques scories qui ont été additionnées au fur et à mesure. Et vous voyez, ça c'est la partie étudiant. On a fait, c'est juste une petite greffe sur la partie. Bon, ça c'est la première esquisse, hein, ça va être travaillé de toute façon. Et puis ça c'est l'entrée de la partie commerciale ici. On est là, le rez-de-chaussée. Là vous voyez un petit peu la partie hôtel qui est quand même d'une très Et grande le qualité. cloître, Monsieur Villemotte, Pardon ? le cloître sera ouvert au public, on pourra traverser. Bah oui, à partir du moment où d'un côté il y a des commerces, ou donc peut-être une brasserie, d'un côté un hôtel, tout ça, ça sera ouvert. L'idée, c'est de rouvrir complètement ce site au public. Au Rio Moi. Un petit mot peut-être de l'assistance. Parce que Non. ça, c'est intéressant Pas de tout de voir suite. que dans quel état est cette chapelle est très abîmée. Et là, exceptionnellement, on propose d'avoir un vitrage et de montrer la stratification des interventions. C'est-à-dire que, vous voyez, notamment, je vous montre ici. Voilà, aujourd'hui, vous avez ça qui est du temporaire, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on laisse en transparence un petit peu les différentes interventions qu'il y a eu au cours des temps. Démolir tout, ça coûterait une fortune, c'est impossible. Donc autant mettre en exergue des pages successives de nos interventions, de nos ancêtres, et je trouve ça assez intéressant. Et puis finalement, ça va être très vivant. Il faut imaginer ça en pleine vie, rempli de lieux de travail pour des étudiants. Ça va être un lieu extraordinaire, quoi. C'est vrai. Quand on a découvert cet endroit, on s'est dit on va tout casser, on va faire un amphithéâtre. Quand on voit le coût qu'aurait coûté cette intervention, c'était pas possible. Un petit mot peut-être de l'assistance. Déjà des questions. Donne-moi un micro. Tu y vas? Oui, tu as des grandes jambes, en plus tu cours vite. Et après, madame, on va vous poser les questions. On va être galant. Bonsoir, je suis Michel, je suis voyageuse. Et j'aimerais avoir une information sur, vous parlez de transparence, de quartier, d'existence d'un quartier. Est-ce que les murs qui entourent actuellement cette prison pourront être entièrement démolis et ouverts? Alors, pas entièrement, mais regardez là sur cette première vue, vous voyez que le mur a été rabattu. Aujourd'hui, il a été rabattu de 2 ou 3 mètres ici, c'est fermé. Là, vous avez un grand portail, et là, sur le côté, le mur continue. Mais là, au contraire, on a... Le micro, monsieur. on a rabattu le mur, si vous voulez, on l'a transformé en une sorte de garde-corps à 1 mètre du sol, et ce qui permet d'avoir une vision totale sur cette et un accès. Aujourd'hui, vous avez une porte cochère ici, la porte d'entrée de la prison, et qui est un peu rébarbative et qui arrive à peu près à cette hauteur-là, vous voyez.
Donc au contraire, en face de la rue de Lille, il y a un portail qu'on rouvre aussi, et puis un petit peu plus loin, à la pointe, on rouvre aussi. Donc on rouvre les murs, mais de toute façon un peu ponctuelle, on ne peut pas tout démolir, et donc il y aura une très grande fluidité. Et notamment sur cet angle, on voit que c'est très fluide. Autre question, monsieur? Oui, merci. Concernant le premier bâtiment, est-ce qu'il y aura, vous avez expliqué qu'il y avait des étudiants probablement qui seraient sur place, est-ce qu'il y a un espace de coworking qui pourrait éventuellement être créé à cet espace, puisque c'est quelque chose qui manque cruellement sur Riom aujourd'hui, même s'il y a la médiathèque, mais qui ne remplit pas effectivement cet objectif aujourd'hui? Alors je suis content de savoir que ça manque, parce que nous, notre envie, c'était d'en faire un grand, et imaginez le coworking dans cet espace-là. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3 niveaux qui seront réservés, sur lesquels on pourra trouver le coworking. Et ce que je trouve génial, c'est que le coworking, ils n'ont pas d'horaire, donc ça sera ouvert toute la nuit, allumé toute la nuit. On verra les gens qui travaillent, ça sera très très beau. Voilà. Les gens travaillent toute la Sans parler de la nuit. Mais... Merci. Autre question, monsieur Jean-Phi. J'ai une question au milieu. Ah, là aussi, du coup. Il arrive après, hein. Promis, on vous oublie pas. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Claire Bourguignon. J'ai soutenu une thèse de doctorat en décembre dernier qui a notamment traité de l'étude historique, archéologique et artistique de cet ancien couvent franciscain. Donc je suis très intéressée par le projet que vous proposez aujourd'hui et qui a été lauréat. Alors j'ai pas de questions particulières, simplement une remarque. Pour moi, c'est très important de préserver au maximum l'Église, tout simplement parce que les églises des franciscains sont très mal conservées en Auvergne, notamment, et de manière générale en France. Et donc, on a rarement des exemples aussi bien, on va dire, documentés, même si elles présentent un état de conservation assez dégradé, mais dont mon étude, les études qui ont été menées dans le cadre des études historiques de ce projet de réhabilitation montrent qu'il y a vraiment des connaissances nouvelles sur cet édifice. Donc voilà, c'était simplement une remarque. Et je suis très heureuse de voir ce projet lié aussi à une volonté d'ouverture en fait sur le monde extérieur. Les franciscains, comme d'autres ordres religieux, étaient des ordres qui étaient implantés en ville et qui avaient une réelle ouverture sur le monde extérieur, sur la société urbaine de la fin du Moyen-Âge. Et c'est important, je pense, de revenir à cette ouverture que la prison avait eu tendance à refermer un petit peu sur ce bâti pluriséculaire. Voilà, c'était simplement pour vous donner quelques précisions. Oui, donc nous avons beaucoup étudié le lieu, l'histoire du lieu, et nous nous sommes passionnés avec Jean-Michel sur l'histoire de l'ancien couvent des Cordeliers. Toute l'iconographie que l'on a pu retrouver, qui avait été réalisée dans le diagnostic aussi des architectes du patrimoine. Donc sur la lecture des plans anciens, on voit bien les Cordeliers qui arrivent hors les murs au début du XIVe siècle, puis le pape décide et accepte qu'il rentre dans les murs. Donc il y a cette très belle église gothique qui arrive avec sa nef centrale, son grand clocher, et puis toute cette catastrophe après, pendant le tremblement de terre de 1490, qui a dû faire rebâtir l'église sans le clocher. On s'est passionné pour ce lieu, et puis au XIXe siècle, après la Révolution, comme beaucoup de couvents, cet édifice a été transformé, là, pas en hospice ni en hôtel-dieu, comme c'est souvent le cas, mais en prison. Et alors, avec Jean-Michel, on a été passionnés aussi parce que l'évolution au 19e de daller cette dalle, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, on n'a pas pu avoir ni l'éthique d'ailleurs de supprimer cette phase d'histoire du lieu du 19e siècle. Donc on a décidé de le conserver, mais on va dégager le cœur parce qu'on a des témoignages du XIVe siècle avec les pieds de gerbe, les culots, les héraldiques, les décors peints. Donc on va dégager totalement le cœur dans l'histoire dans la programmation pour ici. Voilà, de façon à avoir une lecture d'origine de ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'église des Cordeliers du XIVe siècle visible, en tout cas sur toute cette entité jusqu'au pied de gerbe des voûtes gothiques.
Et puis alors on a été passionné aussi par ce site, l'évolution du 19e, l'architecture néoclassique du bâtiment central qui était aussi, qui fait partie aussi de l'histoire du lieu et qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Et puis au 19e, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la fin du 19e, on s'est aperçu que les prisons étaient vétustes, que les détenus étaient très mal soignés. Donc c'est pour ça que la maison d'arrêt est arrivée à la fin du 19e siècle, quand il y a eu un bilan. Donc deuxième passion, deuxième histoire de l'architecture sur la maison d'arrêt et sur le mouvement hygiéniste de la cour et le jardin, de prendre soin des détenus finalement, parce que ils se sont aperçus que les détenus, il fallait quand même en prendre soin. Et puis après, Vichy est arrivé et toute l'histoire que l'on connaît avec Jean Zay et Léon Blum et tous les gens qui ont souffert dans cette maison d'arrêt pendant le mouvement de Vichy. Voilà, donc cette double passion de l'histoire des Cordeliers, mais aussi de l'histoire de la prison. On sait que cette colonne vertébrale de la maison d'arrêt avec les 5 corps de bâtis, il a servi de modèle après pour les prisons. La prison de Fresnes a été sur le même modèle. La colonne vertébrale, les coursives, les cours qui viennent ventiler les cellules des détenus. Donc, ça va nous permettre aujourd'hui de les habiter de façon à être aussi agréable, avec la bonne ventilation des appartements traversants, des jardins de plein pied, et puis les ouvertures des murs et de l'enceinte. Donc, tout ça va pouvoir faire pénétrer la ville et on est très heureux avec Jean-Michel de donner une seconde vie à ces bâtiments qui nous ont passionnés. Merci, on va y revenir un petit peu aussi sur l'espace mémoriel historique. On a une question juste là, monsieur. Oui, moi c'est pour 3 remarques, parce que en fait j'habite devant. Alors déjà, on allait l'évoquer justement pour les riverains. Le truc de coworking, là, allumé toute la nuit, du coup ça m'enchante pas trop. Parce que j'aime bien dormir la nuit, généralement. Après, c'est vrai que je trouve ça pas très beau, quoi. Encore les vitres avec les barres en fer, là, c'est toujours pareil. Du coup, je trouve ça dommage que ce soit pas dans le même style d'architecture que le reste de la ville, quoi. Et enfin, je me dis, pourquoi pas faire un centre associatif aussi? Parce que c'est vrai qu'il y en a pas trop ici. Voilà. Parfait. Merci pour cette remarque. On va prendre le micro. Monsieur. Attendez, il n'est pas branché. On fait des blagues en fait. On vous donne des micros pas branchés. Voilà, allez-y. Moi, j'avais une observation sur les bâtiments latéraux par derrière. Ils sont détruits. Ils vont être détruits. Ils sont détruits. Oui, les 2 bâtiments en vis-à-vis du monastère sont détruits parce que de toute façon, ils arrivent très mal sur le bâtiment 19e. Et ils étaient de quelle époque, ces bâtiments-là? Ils sont 20e et ils sont de toute façon dans la réglementation du secteur sauvegardé destinés et obligatoirement détruits. Voilà. Donc c'est la réglementation. Il n'y avait pas des éléments patrimoniaux dans ces bâtiments-là? Non. Non. Enfin, je trouve dommage de supprimer des bâtiments comme ça alors qu'on a des problèmes de logement. C'est la réglementation. Alors, c'est vrai que par rapport au bâtiment qui est nommé logement monument historique ici, les 2 bâtiments venaient latéralement contre la façade et empêchaient à la fois la lecture, mais également Mais ça faisait joli cours intérieur quand même. Ça oui, aurait pu être mais aménagé de manière intéressante. Parce que là, vous avez supprimé 2 bâtiments qui pourraient resservir pour des logements, par exemple. C'est vrai, mais alors ils sont assez. Dans une région où on manque de logements, c'est dommage. Oui. Et en fait, ils ont, comme dit très très bien Georges, on l'a étudié également en état des lieux. C'est la prison du XXe siècle. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la structure, il aurait fallu tout démolir, et ça aurait coûté un argent fou. On aurait pu se battre contre la réglementation. Encore une fois, c'est une réglementation. Il y avait un aspect conventuel finalement dans tout ça. Oui. Je peux vous dire que j'ai essayé de la sauvegarder. Vous pourrez voir les dessins que nous avons faits là-dessus. On a essayé plusieurs fois et après, à la 2e visite, on s'est aperçu que les murs étaient tellement épais, c'était impossible. C'était vraiment une démolition qui aurait ébranlé complètement le bâtiment. Il était construit comme une prison, si vous voulez, vraiment. Et moi, mon rêve au début, c'était de me dire, bon, on va trouver un système pour le réactiver. Et c'était impossible. Merci. Monsieur, pour votre intervention. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que les étudiants de Clermont viendront à la résidence étudiante de Rion? Et les étudiants de Rion, peut-être à Rion. Vous voulez savoir quelle formation pédagogique il y aura dans cette...
Attendez. Allez-y. J'étais amené à travailler sur un projet semblable Oui. pour la manufacture, l'ancienne manufacture, où il y avait eu toute une partie prévue pour la fac, à savoir c'était le laboratoire de biochimie et le laboratoire de Madame Pépin. Et ça, quand on a annoncé aux gens qu'il va falloir payer une location pour venir s'installer, ils ont tout abandonné et le projet est resté en errance. Ah, vous pensez, oui, d'accord. C'est de cette expérience-là que vous mettez des doutes sur l'université éventuellement à Riom. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la mairie pour Monsieur le maire? Si vous permettez, je passerai la parole à Anne qui s'est occupée du dossier. Je ne sais pas où elle est dans la salle. Tu pourras prendre la parole pour répondre sur ce dossier de l'université qui avance très bien. Il y a eu des accords. Le président de l'université est venu. Je ne sais pas si vous étiez au dernier forum. Il a pris la parole d'ailleurs. Il ne pouvait pas être là, mais il est en visio. Et aujourd'hui, il y a un accord qui a été trouvé avec l'université. Donc, il y aura une formation interne qui sera sur place. Et derrière, si vous voulez, pour les logements, c'est surtout pour les logements, pour les gens qui seront à l'université. Et on a l'EFCAM aussi, qui est là à côté, qui aujourd'hui a des problèmes pour loger les étudiants qui viennent faire leur formation en EFCAM. Non, mais c'est ceux qui vont travailler, qui vont étudier sur Riom. C'est une formation. Et c'est l'université de Riom pour les étudiants de Riom. Je donne la parole à Anne. Allez-y. Aujourd'hui. Ouais, je vais compléter les propos de Monsieur le maire. Un petit peu mieux, s'il vous plaît. Donc pour l'instant, on a l'accord avec l'université de Clermont-Auvergne pour qu'une école de la transition écologique vienne s'installer d'ici la rentrée dans 2 ans et demi sur Riom. Donc cette école, c'est une première en France. Le dossier a été accepté par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche supérieure. Et on a le plaisir de vous annoncer que cette école s'implantera à Riom. Donc cette école, elle regroupera à terme environ entre 200 et 250 étudiants. C'est une formation Bac+5, donc entre 40 et 50 étudiants chaque année, formation diplômante et qui est construite en partenariat avec toutes les entreprises à la fois du bassin local mais également du bassin national. C'est-à-dire que c'est une école qui sera spécialisée dans la transition écologique, dans les mobilités de demain, avec une formation des socles scientifiques assez fondamentaux, puis également tout ce qui est une approche systémique de la transition. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sur l'arrivée des étudiants à Riom, Riom-Clermont-Ferrand, par le train, vous savez, c'est 8 à 10 minutes. Donc nous avons aujourd'hui une offre de logement pour les étudiants qui, si elle n'est pas suffisante ou si les étudiants préfèrent loger à Clermont, pourront tout à fait se déplacer sur Clermont grâce, au train, plus à d'autres types de mobilité, type transport en commun. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais reprendre ça. Il y a plein de choses qu'on aimerait évoquer. Forcément, vous avez parlé de l'espace mémoriel, de tout ce côté patrimoine. Peut-être parler de l'autre site aussi, éventuellement, l'évoquer dans un premier temps, avant de passer aux questions et aux remarques du public. Je pense qu'il est allumé, non? Oui, je vous propose qu'on termine sur ce... Oui. C'est important que je vous montre. Là, c'est assez intéressant de voir l'entrée de l'université. C'est quand même un bâtiment qu'on va bien remettre sur pied et de voir comment on va avoir des espaces partagés, des espaces végétalisés. C'est important. Vous allez peut-être voir de la lumière. Tout à l'heure, je plaisantais un petit peu, mais vous allez peut-être voir de la lumière la nuit, mais le jour, vous verrez des jardins magnifiques de chez vous, en tout cas. Donc, ça va s'équilibrer. Donc... Alors, votre présentation. Donc ici, c'est les logements qui sont dans la partie monument historique. Voilà. Et vous voyez qu'on réhabilite, on arrive à faire 51 logements dans ce bâtiment. Ensuite, la partie que nous construisons, avec d'une partie la crèche que vous aviez vue tout à l'heure, la crèche ici, et la partie pour la maison de retraite. Et ici, on trouvera un bâtiment avec en étage les logements sociaux, et ici le restaurant, la brasserie.
Je vais très vite, mais pour vous montrer un petit peu les atmosphères qu'on va créer ici, c'est pas et ça, si vous voulez, c'est de l'existant qu'on va mettre en exergue. On enlève deux constructions qui sont de part et d'autre, qui ont abîmé le bâtiment, et on va retrouver cette architecture qui est quand même très intéressante. Et puis on essaye de faire des bâtiments très simples qui reprennent aussi l'écriture avec la lave, etc., quoi. Bon, ça va encore évoluer. Et puis le programme ici, donc on a ces logements, mais ça peut encore évoluer. Les pieds de bâtiments peuvent être différents aussi. Ici, donc, on a prévu de faire la crèche à cet endroit-là parce qu'il y a un jardin de ce côté-là, un autre à l'intérieur. La maison de retraite, vous voyez, avec des espaces, des loggias qui sont très très agréables. C'est plutôt intéressant, si vous voulez, là, avec la lumière de l'ouest et du sud-ouest qui sera intéressant. Après, oui, on se rapproche. Et puis, ça, c'est la tête, si vous voulez. On est venu bloquer cette brasserie sur une petite placette. Ici, on va avoir une place et qui vient, on en trouve la muraille, si vous voulez, pour venir glisser ce bâtiment sur la tête ici, et avec une placette que l'on rentre ici. Et alors maintenant, pour arriver à ce que vous disiez, donc à la fois on a une connexion qui est intéressante, qu'on pourra trouver entre ces deux bâtiments, en passant par le Pré-Madame, et il y aura une végétalisation qui va associer ces deux sites ensemble, et c'est plutôt intéressant. Et alors maintenant, votre question sur la maison d'arrêt, alors, pardon. Mais je vous en prie, voilà, parlez-nous de ce site-là. Donc la place des Martyrs, là où les résistants étaient fusillés devant donc cette nouvelle prison datant de la fin du 19e siècle. Donc cette maison d'arrêt qui est sainte et close vis-à-vis de la ville, mais également sur elle-même par double rempart. On a pu donc travailler sur ce bâtiment en plan de masse historiquement très intéressant, avec cette colonne vertébrale, ces 5 corps de bâtis qui ont été un petit peu également il y a eu quelques adjonctions un peu maladroites, notamment à côté de la porte d'entrée, à côté de la cellule de Janzé, et puis donc on a eu envie de revenir à l'état initial, en tout cas du plan de masse qui a été donc créé par Monsieur Mallet, qui était l'architecte en chef des prisons à la fin du 19e et qui a fait vraiment beaucoup d'études sur comment rendre heureux, si on peut dire ça comme ça, les détenus, c'est-à-dire pouvoir les faire respirer avec comment dirais-je, des cellules ventilées des deux côtés, des cours et jardins, même s'ils étaient sécurisés avec des hauts murs. On avait donc ce plan de masse historique on se devait de restituer, en partie assurer donc les parties à démolir, des parties modernes, récentes, un peu maladroites sur ce plan de masse historique. Et puis dans la programmation, nous avons eu envie de prévoir un lieu digne pour recevoir du public, avec une salle polyvalente et un vrai office du tourisme qui va accueillir le grand public pour la mémoire du lieu, la mémoire de Janzé, qui va être prolongée suite à cet office du tourisme, cette entrée historique, et puis cette visite de cette cellule de Janzé avec sa cour, qui va être restaurée comme un véritable monument historique, c'est-à-dire que on va vraiment coller à l'existant, on ne va rien ajouter, on va vraiment restituer jusqu'à l'œil de Judas qui reprenait l'idée des meurtrières pour éviter les angles morts sur ses cours, et tous les écrits qu'il a écrits. Il y aura une très belle scénographie sur tous les écrits de Janzé qui a écrit donc sur son occupation de cette cellule. Voilà. Donc, on a l'accueil, on a un accueil central, ici avec aussi le syndicat d'initiative, l'office du tourisme, je veux dire, qui va se trouver ici. On aura une petite salle polyvalente à cet endroit. Et puis, la connexion entre la cellule Janzé avec le jardin, et puis on va voir l'espace que ça va occuper. Pour l'instant, c'est une indication, mais ça doit évoluer. C'est vraiment le 1er juillet, il faut que ça se modifie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé l'axe central qui va distribuer ces 3 bâtiments. Et ça, c'est intéressant au niveau même architectural, parce qu'on arrive à garder les bâtiments tels qu'ils étaient. Et au rez-de-chaussée, on annexe les coursives, et ça nous permet de créer des petits appartements avec une double orientation, avec des jardins de part et d'autre.
Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis après, ouais, à l'étage, on aura, vous voyez, le fait d'avoir des appartements avec en rez-de-chaussée qui communiquent comme ceci. Après, avec cette grande traversée qui va distribuer l'ensemble, qui sera couverte. Et puis après, ça c'est la partie accès depuis la gare. Vous voyez, on a réouvert les murs. Donc on va retrouver, on va s'intégrer dans cet espace comme on peut. Ici, on est donc c'est l'autre partie des appartements qui sont en rez-de-chaussée, hein, des appartements avec traversant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cette partie-là, c'est le Champs-Élysées. Et puis ici, pour vous montrer, donc on accède à l'étage par cette coursive qui pénètre, qui traverse, qui réunit l'ensemble des bâtiments, et puis qu'on va couvrir en partie haute pour pouvoir accéder aux appartements du haut. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'on s'intègre complètement, si vous voulez, on respecte ce lieu, on utilise cette partie existante et on la surélève simplement en la protégeant pour distribuer les différents appartements. Et vous voyez, ces appartements, ils ont chacun un jardin réservé, et puis de l'autre côté, ils ont un jardin plus partagé, si vous voulez, avec les autres appartements. Alors, vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire ici. Là, on a l'appartement, le jardin privé sur le séjour, et à l'arrière, on a des vues sur un jardin ici. Donc ça, c'est la vue de l'Office du tourisme. Donc on rentre ici dans l'ensemble des logements, on va rentrer par le centre. Ici, on aura une petite salle polyvalente avec une vision sur l'extérieur. L'Office du tourisme, on peut accéder par l'extérieur aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en exergue cette porte qui est intéressante, qui est de qualité, et puis de venir faire une petite grève très discrète ici de chaque côté avec une transparence. Et donc, on pénètre, on passe sous cette première partie, sur cette antichambre de l'espace, et puis là, donc, on retrouvera les deux espaces dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez, à partir de là, on pourra monter et distribuer les appartements en partie haute et en partie basse. On n'a pas de surélévation, on respecte totalement le bâtiment, si vous voulez, et puis aussi en supprimant quelques murs. Et vous voyez, ça, par exemple, ce qu'on va avoir à l'entrée qu'on a aujourd'hui, donc la seule ouverture, c'est celle-ci, et l'autre en symétrie, qui nous permettra d'avoir un appel, si vous voulez, pour le syndicat d'initiative notamment. Voilà. Parfait. Remarque, question, madame. Alors attendez, tu vas voir madame là-haut. Madame là-haut. Après, la question est, est-ce que vous voyez vivre dans une prison, l'espace mémoriel, l'espace historique, le poids du passé? Ça, c'est des questions ou des remarques que vous pouvez donner. Alors, qui veut parler? Oui, alors moi j'avais deux questions. D'abord sur le centre d'avant, dans la mesure où vous allez accueillir la faculté de la transition écologique. Est-ce que dans votre construction, vous allez prendre des matériaux plus écologiques? Première question. Ça, c'est quand même important pour le futur. Et deuxième question, dans la maison d'arrêt, est-ce que vous comptez mettre un pôle médical? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais là, on ne le voit plus, donc j'aimerais un peu plus de précision. Voilà, merci. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se pose même plus la question de savoir si on utilise des matériaux respectables. Ma question ne parlait pas du tout du projet que je trouve formidable, mais je n'ai pas vu de place de parking. Déjà, on répondait à madame, en fait. On n'en a pas parlé, mais il y en a en souterrain. Elles sont marquées évidemment. dessus. Elles Donnez-moi sont, le micro. Totalement Donnez-moi le micro. prévues. On va passer à la première question, s'il vous plaît. Donc, côté écologique et matériaux écologiques. Je reprends, je disais que les matériaux écologiques et de la démarche écologique, c'est devenu quelque chose de naturel maintenant dans nos agences. Bon, là, notamment, on a fait toutes les isolations en chambre. Et donc, je pense que c'est très respectable. Et puis, on essaye de sourcer tous les matériaux à 100 km maximum au pourtour de Riom. Hop là. Question. Allez-y. Merci beaucoup. J'ai peut-être mal compris.
Est-ce que j'ai bien compris? Oui, le pôle médical, attendez, c'est vrai, excusez-moi, je suis désolé. Et le pôle médical, on l'avait vu... Je vous ai dit tout à l'heure que le programme il pouvait encore évoluer. C'est tout à fait une évolution possible de mettre un pôle médical. On peut imaginer, là pour l'instant nous sommes partis sur l'idée d'avoir une salle polyvalente, ça peut devenir un pôle médical. Vous savez, c'est le premier jus d'un projet, Très tant bien. mieux, c'est fait pour évoluer normalement. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. J'ai peut-être mal compris, mais il me semble que la partie mémorielle finalement réunit la cellule de Jean Zay, occupée par Jean Zay, et l'office de tourisme, à l'exclusion de toute autre chose. Attendez, ma question, pour être complète, doit être précisée. N'y a-t-il pas lieu de penser le moment historique Jean Zay, c'est-à-dire l'occupation et l'emprisonnement par Vichy, en parallèle avec d'autres centres de mémoire et, j'ajoute, de recherche? Car on a parlé d'université, mais on n'a pas formulé le mot histoire, par exemple, pour l'instant. Je pense en particulier, évidemment, comme tout le monde, à Montluc à Lyon, mais je pense aussi parce que j'y habite, à Compiègne, lieu de compte transit, où une partie des bâtiments qui servaient aux Allemands, c'était un camp allemand, a été conservé et est maintenant composé d'un musée et d'un centre de documentation. Je connais bien le projet de Compiègne. Oui. Voilà. Alors ma question c'est, y aura-t-il de la recherche historique possible, approfondie, aidée dans le lieu? C'est une question. C'est une bonne question. On travaille avec Mme Zay, on va maintenant développer, penser exactement quel va prendre l'espace, quel espace elle va avoir besoin. Et nous, on a fait ce projet sans avoir contact avec Mme Zay. Donc c'est maintenant que ça commence, si vous voulez. Mais au début, on n'a pas pris de contact du tout sur place. Oui, est-ce que je peux maintenant un petit peu longuement, mais ça ne va pas être très long. Rassurez-vous. D'abord, merci infiniment de cette soirée, de cette invitation. Je voudrais simplement dire des choses qui me tiennent à cœur. D'abord, je voudrais préciser une chose. Je suis particulièrement concernée par ce lieu, c'est peu dire, par le lieu que fut cette prison, puisque j'y ai vécu mes premières années. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas seulement au titre de la fille de Jean Zay, mais également au nom de tous ceux qui y furent enfermés, au nom de leur souffrance et souvent de ce qui leur arriva de tragique. Et également en invoquant l'expérience que j'ai vécue, personnellement, à savoir la création et le développement ailleurs, à Orléans, d'un autre lieu de mémoire, j'y reviendrai. Nous connaissons l'histoire, même si elle demande d'être approfondie, mais je sais que certains parmi vous s'y emploient. L'histoire donc de ce lieu qui mérite d'être considéré comme un lieu de mémoire important, au même titre que d'autres. Autant en effet la prison de Montluc, à Lyon, incarne la politique de répression des nazis, autant la maison d'arrêt de Riom incarne la politique de répression de Vichy, voulue et mise en œuvre par Vichy contre ses opposants politiques dans toute leur diversité. Et je prolongerai l'intervention précédente, faut-il les rappeler? Et vous le savez, ils furent nombreux. Ceux qui furent enfermés là, Jean Zay certes, qui ne l'a quitté que pour être assassiné, et qui a dû, dans ces lieux mêmes chargés d'angoisse et de solitude, trouver les forces pour résister et pour survivre. Immense travail sur lui-même qu'il raconte dans le livre qu'il a écrit Entre ces murs de la cellule, dans Souvenirs et solitude. Mais aussi les accusés du procès de Riom, ceux que Pétain avait l'obsession de faire juger dès son arrivée au pouvoir lors de l'été 1940, et pour lequel il a fait aménager dès 1940 un quartier spécial de détention. Blum, Daladier, Jacomet, Gamelin et les autres, qui préparèrent dans les cellules du premier étage l'admirable défense qui aboutit à la déconfiture de Vichy, à tel point que sur ordre des Allemands, le procès fut interrompu. Belle leçon de résistance et d'une ténacité admirable, même lorsqu'on a l'impression que tout est perdu. Mais aussi, les jeunes résistants enfermés là en 1944, dans la cellule attenante à celle de Jean Zay, avec qui ils communiquaient pour préparer leur projet d'évasion, car il y en eut plusieurs. Ceux qui ont réussi ce projet, mais aussi ceux qui n'ont pas réussi et qui furent déportés, mais aussi les quelques gardiens qui s'engagèrent dans la résistance, etc., etc. Leur histoire
reste à écrire. Pour avoir, dans les années 90, travaillé à sortir de l'oubli une mémoire alors enfouie, celle des camps d'internement du Loiret, qui connurent, selon les propos de Serge Klarsfeld, le paroxysme de la solution finale en France. Les 4000 enfants arrêtés lors de la rafle du Veldiv et qui furent internés dans ces camps du Loiret. Nous nous sommes, certains, et avec beaucoup d'autres, longuement interrogés sur la question de ce qu'on appelle les lieux de mémoire. Il a fallu d'abord, hier comme aujourd'hui, affirmer la nécessité absolue de cette mémoire, y compris contre ceux qui disaient et qui disent toujours qu'il faut tourner la page. La mémoire, non pas exclusivement la mémoire célébrée au cours des commémorations par la proclamation du « plus jamais ça », dont on connaît hélas souvent le caractère rituel, mais une mémoire vivante qui nourrit l'indispensable vigilance et qui éclaire notre présent, une mémoire qui est une force pour l'avenir. Il me semble que les événements récents confirment cet apport indispensable du passé à l'analyse de mécanismes, hélas, eux, toujours vivants, toujours destructeurs. Nous sommes tous désormais convaincus que pour faire vivre cet indispensable, il faut l'alliance de trois choses. Que l'histoire soit écrite, que les témoignages soient recueillis et entendus, et que la réflexion soit menée sur le présent. Histoire, mémoire, éducation. C'est ainsi que se définit le CERCIL, le musée mémorial que nous avons créé à Orléans. Que la mémoire vive grâce aux témoignages recueillis auprès des rescapés ou dans leurs écrits quand ils ont pu le faire. Mais, et pour terminer, c'est aussi là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui, que les lieux soient préservés au maximum, la mémoire des lieux, car les lieux témoignent. Me revient en mémoire une phrase d'Henri Boulavco, ancien déporté et militant de la mémoire. Je le cite. « Si notre mémoire n'a pas de frontières, elle a des noms, ceux des lieux où l'horreur fit étape. » Fin de citation. Nous sommes tous convaincus de l'importance de ces lieux de mémoire. Ce n'est pas de cela que je veux convaincre, mais m'interroger avec vous sur cette difficile question. D'où vient cette émotion spécifique qui nous saisit quand nous sommes présents sur les lieux mêmes où se sont déroulés ces événements? Comment l'expliquer, au-delà de la preuve qui nous apporte que cela a vraiment existé? Quelle est cette émotion qui nous étreint lorsque nous sommes dans la clairière du Mont Valérien ou dans la cellule où fut enfermé Jean Moulin à Montluc? Je ne prétends pas répondre à cette question aujourd'hui, mais dire simplement, pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et en l'occurrence pour l'avenir du lieu qui nous occupe aujourd'hui, la maison d'arrêt de Riom. La condition absolue est pour que le projet mémorial, envisagé ait du sens, de la réalité, et je dirais de l'efficacité, et que le visiteur puisse accéder aux lieux tels qu'ils furent, que le visiteur puisse se dire « nous y sommes, nous sommes dans cette prison, avec ses cellules, ses murs épais, froids, humides, ses longs couloirs, ses portes grillagées derrière lesquelles étaient postés des gardiens armés, ces lucarnes par lesquelles le détenu glanait quelques informations, et au-delà, les murs d'enceinte, les dispositifs de surveillance. Il faut sauvegarder les volumes et les espaces. Il faut que soit préservé suffisamment d'espace pour qu'on perçoive la prison, ce qu'est une prison, comment on peut y vivre et surtout y survivre, voire y résister. Pour qu'on perçoive l'angoisse qui suinte de ces murs en pierre de Volvic, angoisse de l'enfermement, de la menace qui pèse sur l'avenir de chacun, ceux qui s'en sont sortis, ceux qui ne s'en sont pas sortis. Un parcours muséal et scénographique donc, avec un centre d'interprétation qui dise l'histoire de ce lieu. J'espère que tous ceux qui attendent un tel et beau projet ne seront pas déçus. L'attente est grande chez beaucoup de personnes. Et je ne citerai ici que la tribune publiée au mois de juin dernier dans Le Monde, signée par de grands noms d'historiens. Je vous remercie tous, au nom de tout cela, de mener à bien ce beau projet,
dont le présent nous montre qu'il est plus nécessaire que jamais. Merci. Un petit mot de Madame Fernandez, côté historique et mémoire. J'arrive, je suis à vous. Merci. Merci Hélène d'avoir planté le décor. Après, je dirais que c'est très compliqué, bien sûr, d'imaginer que la maison d'arrêt tout entière, au moins un tiers de la maison d'arrêt, si on inclut la cellule du général de Tassigny au premier étage, si on inclut les cellules des parlementaires, c'est très compliqué d'isoler un espace aussi important. Quand nous sommes venus à Orléans et que nous avons visité dans cette petite école maternelle que vous avez su si bien transformer en autre chose qu'une énième exposition sur la Deuxième Guerre mondiale, dans un espace très contraint de 2 salles de classe, où vous expliquez l'histoire qui a abouti à cette horreur de déporter ces enfants de la rafle du Vélodrome d'hiver. Lorsque nous sommes entrés dans la petite salle où sont projetés les portraits des enfants, leurs biographies, et que nous avons été confrontés à ces images absolument paisibles, comme si on déroulait un album de famille, il y avait une intensité émotionnelle qui était telle que je crois que mes jeunes voisins qui nous accompagnaient, qui avaient des enfants de cet âge, ne sont pas prêts d'oublier. Donc je pense que, faire de l'histoire, toucher le public le plus large, et surtout faire en sorte que le public le plus large ne vienne pas simplement visiter, mais qu'il reparte avec une charge importante de réflexion pour son propre présent, pour son propre engagement de citoyen, pour sa collectivité elle-même et pour les valeurs en principe auxquelles nous adhérons tous, celles de la République pour lesquelles votre père et d'autres se sont tant battus. Je pense que vous avez bien donné les différents moments. Finalement, nous savons beaucoup de choses sur les murs, sur la construction de cette maison d'arrêt, mais nous savons peu de choses sur l'histoire des gens qui l'ont fréquentée. Grâce à une équipe à laquelle appartient en particulier Marianne Barnier, ancienne responsable du pays d'arrêt d'histoire de Riom, nous sommes en train de retrouver des traces des familles. Il faut parler d'une, par exemple, la famille Jarle de Riom, un cabaretier de Riom, engagé, arrêté, déporté fin juin, direction Compiègne, et qui n'est pas rentré de déportation. Son épouse arrêtée en même temps, et qui sera libérée le 13 août 1944 par les FTP et les murs de Riom, avec plusieurs dizaines de détenus de cette maison d'arrêt. Eh bien, je ne crois pas qu'aujourd'hui, quelqu'un ait travaillé vraiment sur ces archives. Nous venons de découvrir que Marcel Bloch Dassault, a été interné dans cette prison pendant plusieurs mois, et qu'après avoir été libéré sous caution, eh bien, sa femme qui l'attendait sur le parvis n'a pu que l'embrasser parce que 2 inspecteurs de police l'ont immédiatement embarqué, et l'ont embarqué pour Montluc et ensuite pour la déportation. Donc je crois qu'il y a derrière tous ces destins que vous avez si bien évoqués, une épaisseur humaine intense, des droits communs, étonnants quand on relit le registre d'écrou de la période 40-44, des petits vols, parce qu'on a tellement faim dans certains endroits, on manque de tellement de choses qu'on chaparde. Alors il y a des gens qui sont là pour 3 semaines, 1 mois, et puis il y en a qui sont là, qui ne seront jamais jugés, mais par contre dont le destin est terrible parce qu'ils vont être déportés. Et cette maison d'arrêt, je crois qu'elle mérite d'être étudiée à travers ceux qui étaient là. Donc le partenariat avec l'université, il est essentiel. Il faut que l'université s'implique à travers les travaux d'étudiants, les étudiants de master, sur cette période. Et je dois dire, et malheureusement, suite à une tribune lue dans Le Monde, que cette période n'intéresse plus autant les étudiants d'aujourd'hui qu'elle a pu intéresser les étudiants de notre période. Donc il va falloir véritablement mobiliser pour que des études sérieuses soient faites et que l'on sorte un peu
des légendes et des hagiographies approximatives qui ont pu être écrites sur certains personnages. Et c'est ça, c'est cette espèce de travail extrêmement méticuleux, de fourmi d'historiens, qu'il faut relayer auprès des étudiants et de l'université. Et je compte beaucoup sur l'engagement de leur président, Mathias Bernard, professeur d'histoire contemporaine, et sur sa rigueur et son engagement citoyen pour nous aider à mener à bien cela. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi à l'université des gens qui s'intéressent aux écrits, et en particulier aux écrits de prison. Et nous allons nous appuyer sur eux. Et nous allons nous appuyer sur eux pour qu'ils nous aident aussi à comprendre de l'intérieur toute cette population très diverse qui a vécu dans la maison d'arrêt. Donc Hélène, je ne suis pas sûre qu'un tiers de la maison d'arrêt deviendra un lieu de mémoire. Mais vous pouvez être sûr de l'engagement de l'équipe avec laquelle nous travaillons, avec Geoffrey, avec Fabien, avec d'autres, que l'esprit y sera. Mais l'esprit sera aussi certainement pour des élèves d'aujourd'hui, avec des techniques d'aujourd'hui et des techniques de médiation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une exposition telle que nous l'imaginions, nous, notre génération, c'était des panneaux d'abord et des mètres carrés. Aujourd'hui, une exposition, ça peut être une immersion. Ça peut être une immersion dans un univers qui va vous permettre de ressentir, revivre des émotions, comprendre des choses. Et aucun de nous jusque-là n'a parlé du fameux tunnel qui relie la maison d'arrêt au tribunal. Il y a là un espace, si on s'inspire un peu de ce qui s'est fait à d'Enfer Rochereau, par exemple, pour le PC de Rol-Tanguy, il y a là un espace qui peut devenir un formidable levier mémoriel. Voilà, je ne veux pas mobiliser la parole plus longtemps, mais vous pouvez compter sur notre engagement. Je vous l'affirme. Merci beaucoup. On va rester dans le domaine mémoriel et sensoriel puisque c'est prégnant. Je vais demander à Gax, s'il vous plaît, justement de parler un petit peu de cette visite immersive dans ce côté mémoriel. On va vous donner un micro. Ils ont tous disparu, ils sont passés où? Voilà, merci beaucoup. Expliquez-nous ce que vous êtes, ce que vous proposez avec cette visite, avec ce site. Eh bien déjà, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Colline Ribu, je suis responsable stratégie de marque pour un studio en fait avec lequel on va travailler justement sur cet aspect mémoriel. Et quand je vous écoute, quand je vous entends, Hélène, quand je viens de vous entendre, en fait, nous, on a vraiment l'ambition de travailler justement sur cette mémoire vivante, sur ces trois piliers d'histoire, de mémoire et d'éducation. Et donc justement, avec toute l'équipe de la mairie de Riom, on va travailler sur créer un site internet, donc plutôt avec des nouvelles technologies, où on va vraiment faire une sauvegarde, c'est comme ça que j'ai envie de le dire, de la prison aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'ambiance, de quand on est derrière justement ces murs de prison, de tout ce qu'il y a. En fait, moi, j'ai envie de montrer l'épaisseur des murs d'aujourd'hui. J'ai envie de pouvoir que tous ceux qui n'ont pas pu voir justement la prison de Riom, tous ceux qui sont loin, parce que là, on parle de nous, mais aussi de voilà, les futurs étudiants qui vont justement vouloir étudier cette partie de l'histoire, ils vont pouvoir, grâce au site, en tout cas, c'est notre ambition, de visiter ce tunnel et d'avoir vraiment une visite immersive. Donc pour l'instant, c'est vraiment un projet en construction. C'est pour ça qu'on est ravis en tout cas de pouvoir vous montrer un peu notre ambition. On est un studio de design, donc nous, on aime bien montrer des images. Et c'est vraiment notre envie, c'est d'être vraiment gardienne de mémoire. Donc je vais me demander à Jean-Philippe de montrer une de nos ambitions. C'est vraiment de venir avec une caméra et de visiter les deux prisons et de vraiment faire un lien. Donc je vous montre juste un exemple. On est resté régional avec Michelin. Mais nous, notre ambition, c'est de vraiment venir avec une caméra et de montrer à tous à quoi ressemble la prison aujourd'hui. Donc vraiment en 2024, là, le projet est d'aller avec justement donc un drone avec une caméra pour montrer justement toutes les cellules, pour pouvoir montrer les parloirs. Donc ce sera, là c'est vraiment pour vous donner l'idée. Hop. Donc l'idée, voilà, ce sera vraiment de rentrer, d'avoir cette histoire de mouvement pour pouvoir montrer, voilà. Que ce soit les cours, que ce soit les cellules, le parloir. Ça sera recréé ou comment est-ce que vous avez travaillé? Parce que là, c'est du réel. Et bien justement, pour l'instant, on va d'abord faire une idée de réel. Donc il y aura vraiment une caméra qui va montrer toutes les cellules à l'heure actuelle. Et on a pour projet d'avoir un système où en fait vous allez pouvoir appuyer sur un bouton
et on va faire un peu un voyage dans le temps. Ouais. On va pouvoir montrer à quoi va ressembler la prison en 1950, pouvoir montrer la prison à toutes les époques. Et on a aussi une ambition d'avoir vraiment un système d'archives. Et justement, je sais que parmi vous, il y a des personnes, dont je crois qu'il y a des anciens gardiens. Et nous, en fait, on a envie d'avoir vos mémoires à tous, les mémoires des familles, et justement d'avoir tout ça qui soit accessible sur le site. Je vais vous montrer un autre site. C'est tout encore en construction, donc je ne peux pas vous montrer pour l'instant sur quoi on est en train de travailler. Mais ça, en tout cas, voilà, c'est plutôt, j'ai envie de dire, une note d'attention. Et vous avez ce site. Alors là, c'est en 3D. Et donc nous, la vocation, j'ai bien vu votre question, on reviendra après. Mais je vous explique tout le principe. Donc l'idée, ça va être vraiment vous. Parce que là, dans la vidéo juste avant qu'on voyait de Michelin, il y avait quelque chose d'un peu passif. Où juste on vous donne comme ça une vidéo. Moi, j'ai envie que les personnes qui viennent demain visiter le site soient acteurs. Donc l'idée, c'est que vraiment, vous allez pouvoir vous balader un peu dans la prison. Donc vous serez sur des rails. Et à chaque fois, on va pouvoir, par exemple, s'arrêter sur un moment. Donc on peut imaginer, par exemple, demain, on est dans la cellule de Janzé. Et on va avoir une photo. On va voir comment elle était à l'époque. On va pouvoir aussi avoir un système d'archives, donc avec une iconographie, où justement l'idée c'est de vraiment travailler avec l'université, avec justement les mémoires des familles, les lettres qu'il y a eu, et en fait de donner accès à tous à ça. Donc ça c'est vraiment notre ambition pour le moment. Et donc ça, pour moi, ça va vraiment venir répondre en tout cas à ce besoin-là, et je sais à quel point, gardienne de mémoire, c'est vraiment l'ambition en tout cas que l'on a avec la mairie. Parfait. Merci beaucoup, Colline. On y reviendra juste après. Avant les questions, Monsieur Villemotte, je sais que vous avez un horaire. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Comment est-ce que vous allez faire pour que les gens se sentent bien dans cet espace qui fut clos, qui fut restreint? Est-ce que il y a des techniques, des idées que vous avez eues sur les coursives, les couloirs, les cellules? Comment tout ceci va se faire? Alors d'abord, on restaure un monument historique, c'est-à-dire que là vraiment, on prend le bâtiment, on le prend tel qu'il est dans l'histoire du lieu, et on est très responsable de ce monument. On est spécialisé dans la restauration des monuments historiques, quelle que soit leur époque. Donc là, il y a une époque très forte, c'est l'époque de Vichy et tous les gens qui ont souffert. Ils ont souffert aussi parce qu'ils étaient clos derrière ces grands murs. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir les murs. On ne peut pas tous les casser, puisque de toute façon, ils sont protégés au titre des monuments historiques, mais on les perce tous, on les casse, on les brise. C'est-à-dire qu'on ouvre cette clôture qui a tant fait souffrir. Donc ça, déjà, c'est un percement qui est évident, qui nous a semblé évident. Et puis on plante. On a lu les mémoires de Janzé qui s'est battu pour faire planter en grattant les pavés, le sol dur, pour trouver un peu de terre et pour faire planter quelques rosiers. Donc là, nous, on va planter, on va mettre de la verdure, de la couleur. Et ça, c'est déjà une très belle perspective qui va être donnée dans les jardins. Après, c'est un lieu d'histoire, donc les gens en connaissance de cause vont habiter dans un lieu d'histoire, mais avec des bonnes ventilations, parce qu'ils ont été bien construits en pierre, ils sont largement percés, ventilés. Donc c'est un monument historique qui ne date pas de l'époque médiévale, c'est un monument historique du 19e, donc qui est bien construit. Effectivement, il était humide parce qu'ils sont obligés de fermer les fenêtres, mais là, on va tout ouvrir avec des bonnes ventilations et très arboré. Voilà. Donc ça, on aura envie d'y aller. On aura envie d'y aller par le lieu de mémoire, mais aussi parce qu'on y sera bien. Oui, parce qu'il y a des familles qui vont vivre dedans aussi, il faut pas oublier. Le confort thermique actuellement, des choses un peu pratiques. Je sais, je reviens sur des choses pratiques, mais c'est vrai que c'est important pour les gens de se dire, je vais vivre dans une ancienne prison. Oui, je pense que c'est difficile. Il y a une chose évidente par rapport à justement à ces terre-pleins qui n'ont pas de vide sanitaire et de cave. Donc on va restaurer techniquement des planchers dits ventilés, c'est-à-dire qu'on surélève un peu les planchers de façon à faire ventiler l'air dans les sols avec des prises d'air. On va mettre des menuiseries triple vitrage avec des bonnes ventilations aux normes. On va mettre des doublages chaud-chambre, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un matériau sourcé et pérenne. On va éviter le placo-plâtre, on va éviter tout ce qui est... On va travailler avec du bois, de l'acier, des doubles vitrages. Toutes les normes d'aujourd'hui seront respectées, mais en respectant le monument historique. Parfait. Monsieur Villemotte, dernier mot avant que vous ne partiez. Il y a un de vos maîtres mots, c'est ne pas effacer mais gommer. Oui, c'est évident, oui. Une sorte de palimpseste, en fait, avec plusieurs passés pour un nouvel avenir. Moi, je pense que c'est des stratifications. Nous, on va amener une stratification. On ne veut pas non plus effacer totalement la mémoire. Mais je pense que déjà, si on fait la reconquête des espaces qui étaient plutôt minérales entre chacun des bâtiments, ça va être déjà un point
important. Et je pense aussi on va construire des boîtes dans les boîtes aussi. Ça va être une façon de s'isoler complètement, quoi. Mais ce sera toujours un lieu qui a une forte empreinte, c'est sûr. Il ne faut pas non plus dire que ça n'existera plus. Mais bon. Et après, non, je pense qu'on disait que le programme, il était sujet à évoluer. Peut-être que l'espace pour Madame Zé va s'agrandir. On va voir de quelle façon on peut le prendre. Ça va dépendre des documents que l'on aura sous la main pour pouvoir exposer sur place. Oui, la muséographie, vous connaissez par cœur. Et on ne veut pas non plus... C'est vrai qu'on l'a connecté au syndicat Initiative parce que on ne peut pas avoir des personnes qui se relaient au syndicat Initiative et d'autres qui se relaient pour cet espace. Donc ça sera connecté. Au contraire, ça sera plus facile pour les visiteurs de venir et d'être accompagnés à cet endroit-là. Moi, ce que je veux dire, nous, notre projet, on essaye d'être le plus simple possible. Je vais vous dire, c'est que les 2 bâtiments que nous avons enlevés, je vous assure qu'on a essayé de les conserver, ce n'était pas possible. Et en plus, c'est des bâtiments 20e. Ce ne sont pas des beaux bâtiments 20e. Et en plus, ils gênaient énormément. Il y avait des connexions qui étaient très maladroites entre des très beaux bâtiments historiques et ceux-là. Donc on a essayé, bien sûr. On a présenté des choses comme ça, mais c'était pas possible. Donc ce que je veux dire, c'est connecter ce lieu à la ville, et que c'est comme si c'était un morceau de la ville et un quartier, c'est très important. Et tout va être dans l'équilibre des fonctions qu'on va trouver à l'intérieur de ces bâtiments. Tout est là, si vous voulez. Moi, je pense que, parfait. Et dans ce bâtiment, on va oublier très très vite le côté carcéral, parce que le côté carcéral, on le trouvait surtout dans les dernières annexes, qui étaient à une échelle différente. Après, qu'on en fasse de la muséo, c'est bien de le faire. Je pense qu'on a toutes les techniques pour le faire, ce qu'on vient d'expliquer à l'instant, c'est très très bien. Et donc, nous, on arrive avec un projet. Maintenant, il doit évoluer. On va voir avec la mairie, le conseil municipal, avec toutes les personnes qui sont concernées, avec les monuments historiques, avec l'ensemble. Et tous les Riomois qui pourront éventuellement aussi se référer à la maison des projets et bien sûr au conseil de quartier. Alors, les questions, les remarques, je sais qu'il y en a beaucoup. D'abord, madame, avec le t-shirt bleu. Merci. Bonsoir. Sur le premier plan, j'ai vu qu'il était indiqué qu'il y aurait 108 places de parking. Sur le deuxième, il y a 3 bâtiments où il va y avoir des logements. En centre-ville, il y a plein de places de parking qui ont été supprimées. Comment les personnes et les familles qui vont habiter dans ces logements vont faire pour se garer, étant donné que le parking en centre-ville est déjà saturé? Merci. Alors, on va vous répondre. Monsieur Villemotte, l'heure a tourné. Je crois que vous avez un impératif. Donc, on voulait vous remercier pour votre présence ce soir, avec tout votre cabinet pour votre présence. Je crois qu'il y a quelques-uns de vos comparses qui restent pour éventuellement répondre aux questions. Pas du tout. Vous partez aussi. D'accord. J'ai rien compris. Je croyais que vous restiez. Donc, merci infiniment pour votre présence. On peut applaudir Monsieur Villemotte et tout son cabinet. Et on va répondre à la question du parking que monsieur avait aussi, je n'ai pas oublié. Alors, qui peut répondre pour les parkings? Est-ce que c'est quelqu'un de la mairie? Est-ce que c'est quelqu'un du groupement? François Ier, je ne sais pas, on ne les a pas entendus. Qui veut bien éclairer madame là-dessus? Bonjour à tous, donc Clément Leroux du groupe François Ier. Donc en quelques mots, le groupe François Ier, pour emprunter l'opération, donc on a 2 opérateurs immobiliers. Donc la société de Mathieu Barre Immobilier. Je laisserai Jean-Cyril se présenter tout à l'heure. Et le groupe François Ier, donc, qui est opérateur immobilier spécialisé en restauration de monuments historiques depuis plus de 20 ans maintenant. Alors sur la suite du stationnement, c'est une question qui a beaucoup fait débat durant les 6 mois de réflexion qu'on a eu l'année dernière. Donc le parking souterrain, en effet, le parking éventuel, il est positionné en souterrain sur le partie centre de détention. Pour la partie maison d'arrêt, en effet, il n'y a pas de parking qui est prévu aujourd'hui dans le projet. L'idée étant de venir mutualiser l'ensemble des places de stationnement. Encore une fois, le projet, il a été aussi pensé pour accueillir notamment les étudiants de l'école de la mobilité de l'Université de Clermont-Auvergne,
Donc c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de logements qui seront sans doute destinés à de la petite typologie, donc pour de l'étudiant, avec de la typologie plus familiale. Donc en effet, peut-être que Jean-Cyril complétera, mais sur la partie stationnement, on a des poches de stationnement qui sont réservées à la population qui vivra dans ces logements. Et ensuite, on a du stationnement qui sera aussi ouvert à la population locale pour venir se garer lors de sa visite dans le centre-ville. Voilà. Ouh! Aujourd'hui, en fait, Est-ce qu'il y a des parkings pour les logements en fait? Pour un peu répondre à votre question, je comprends. Pour répondre à votre question, ça vous donnera pas ce que vous attendez, mais aujourd'hui, ce projet ne pourra pas répondre à toute la problématique stationnement de Riom. Voilà. Je pense que l'équipe municipale a tout à fait conscience de ces enjeux de stationnement. C'est une chose qui va encore pas mal évoluer dans notre projet. Aujourd'hui, la réponse, c'est une réponse à date, une réponse qui se veut réglementaire. Voilà. Après, j'ai pas la bonne réponse à vous amener aujourd'hui. Après, les intervenants dans la salle ont compris, madame, et vous avez tout à fait raison de le signaler. Parce que c'est vrai que les parkings, c'est quelque chose. J'ai une autre personne en attente. Et vous avez tout à fait raison, c'est un point sensible sur lequel l'équipe municipale, je pense, vous a entendu. Madame. Ah, chez vous. Allô. Oui. Ça marche. Bonsoir. Alors, moi, je voulais revenir sur le projet de la maison d'arrêt, où on a vu pas mal d'espaces verts et du coup la première question c'était déjà est-ce qu'il y aura bien un accès public, enfin où seront situés les accès publics. La deuxième question c'est plus concernant le mur d'enceinte, enfin les deux murs d'enceinte en fait de la maison d'arrêt. Donc j'ai compris qu'ils seraient visiblement ouverts partiellement, mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos par rapport à ça? Et troisième question, par rapport aux résidents qui ont proximité immédiate de la maison d'arrêt, dont je fais partie du coup, est-ce que il va y avoir à un moment donné une concertation ou une consultation de ces résidents, puisque pour certains, la maison est à quasi moins d'1 mètre du mur d'enceinte actuel. Merci. Voilà. Les travaux, la date et les riverains, comment vont-ils subir ceci? Donc je vais répondre à la place de nos architectes. Donc en effet, ce site de la maison d'arrêt, il y a un double rempart, un double mur d'enceinte. L'idée étant que le site de la maison d'arrêt, en fait, qui comprend le petit ténement en triangle qu'on voit derrière d'espace vert, celui-là est prévu rendu public à terme sur l'opération. En revanche, pour ce qui est vraiment de l'intérieur du site, il a vocation à être privé résidentiel. Donc les riverains n'auront pas accès aux espaces verts qui sont vraiment dans le site de la maison. En revanche, le petit triangle qu'on voit derrière, celui-là, il est prévu pour être restitué à la collectivité dans le cadre de ces espaces verts communaux. Donc ça, c'est pour la partie espace vert. Pour ce qui est la partie mur d'enceinte, le premier mur d'enceinte, on va dire, qui est côté rue, celui-là a prévu d'être rabattu le plus bas possible pour soit servir de garde-corps, parce qu'en fait, le souci de cette rue Valmy, c'est qu'elle est assez dangereuse pour les piétons quand on vient notamment de la gare. Donc l'idée, c'est de, en effet, plutôt faire un passage piéton, donc pour circuler le long des murs d'enceinte de la prison. Donc ceux-là, ils vont être largement rabattus. Et concernant le deuxième mur, on va dire, qui est lui dans la continuité des bâtiments, ceux-là, ils vont être largement percés pour permettre l'accès aux résidents du site de la maison d'arrêt.
Donc, je sais pas si ça répond à votre question. Et donc, ça a été évoqué. Mais depuis la gare et depuis le Pré-Madame, on pourra venir circuler et traverser la prison. Donc, que ce soit par l'extérieur avec le nouveau cheminement piéton ou par l'intérieur. Oui, celui-là, il est tombé, oui. Enfin, je pense que pour compléter, on a encore aujourd'hui besoin de discuter avec la DRAC, avec les ABF, pour voir exactement l'intervention sur ces murs, avec leur aspect mémoriel et patrimonial. Donc voilà, c'est à date nos réflexions, effectivement, que vous livrez, Clément, sur ce devenir. Mais c'est sujet à évolution. Alors, d'autres remarques ou pas? Oui, il y en a qui n'ont pas eu la parole. Je reviens vers vous après, monsieur. J'essaye de la distribuer un peu à tout le monde. Si vous voulez bien faire passer à monsieur, je vous remercie. Bonjour, je ne suis pas réaumois et je me rends compte de toutes les préoccupations pratiques importantes que représentent les friches carcérales qui sont aménagées. Je suis orléanais, vice-président du Cercle Janzay, qui existe depuis une trentaine d'années à Orléans. Je ne veux pas vous poser de questions, mais je voudrais simplement vous faire une remarque pour les Orléanais qui sont un petit morceau de l'ensemble national. La mémoire de Janzay est quand même quelque chose d'absolument fondamental et une mémoire réelle sur des choses matérielles qui existent. Et c'est pour ça que nous, au Cercle Janzay, comme l'a très bien dit l'autre vice-présidente qui est Hélène Moucharzé, nous tenons à ce que cet espace mémoriel soit le plus important, soit le plus connecté aussi avec la vie des Riaumois, avec les possibilités de visite qui seront là dans le futur. Donc, nous sommes très attachés à ça. Et ce que je voudrais dire, parce que ça n'apparaît pas dans la modestie d'Hélène, c'est que Hélène Moucharzé a réussi à faire à Orléans, pendant une période de près d'une trentaine d'années, à faire revivre, à souligner la mémoire de son père, qui était, au début des années 80, encore pas oublié, mais qui avait peu d'importance. Donc cette mémoire de Janzay, nous souhaiterions qu'elle soit vraiment le plus vivante possible et qu'elle ne soit pas limitée, si vous voulez, à, disons, une petite annexe de l'office de tourisme pour un passage rapide du visiteur pressé qui visite la belle ville de Riom. On comprend. Merci infiniment. Et je pense que vous avez été entendu. Question, est-ce que vous pouvez faire passer à monsieur, s'il vous plaît, il est super loin. Oui, moi je rejoins tout à fait ce qu'a dit la dame ici, par rapport au tunnel notamment qui relie la maison d'arrêt au palais de justice, il me semble. C'est vrai que je pense que ça serait tout de même plus intéressant de faire ça pour réellement ressentir ce qu'il y a dans ce lieu, plutôt que de faire un site qui sera sans doute obsolète d'ici quelques années, quoi, et où en fait on n'aura pas réellement une visite finalement. Et secondement, toujours par rapport à là où j'habite, moi je trouve ça moyen d'avoir un parking devant chez moi. Voilà, donc je sais qu'il y a plein de gens qui ont des voitures ici, voilà, bon. Et surtout pour des étudiants qui vont étudier la transition écologique, mettre un parking souterrain avec du coup des bagnoles, c'est moyen transition écologique tout ça, mais bon, voilà. Merci. Autre remarque, autre question. Je peux peut-être. Ah oui, vous pouvez bien sûr répondre. Je vous en prie, allez-y. Sur le tunnel notamment. Alors le tunnel. Bon, le tunnel, il est prévu avec une servitude d'utilité publique, donc sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui restera visitable même dans le futur de la prison, enfin de la maison d'arrêt. Pour vos deux autres remarques sur le stationnement, effectivement, nous on l'a limité. Après, réglementairement, on a des obligations. C'est ce qui est fixé par les documents d'urbanisme, donc on s'y conformera. Et je ne sais plus quel était votre... Malheureusement, moi je partage tout à fait votre avis, c'est une école de la mobilité, je pense que ce sera des jeunes qui sont forcément dans cet état d'esprit de mobilité douce.
Voilà. Néanmoins, après, on est en France, il y a un cadre législatif et réglementaire fort, dont je ne décide pas, même si vous avez l'impression de l'inverse. Donc, on fait au minimum, et après, on essaie de composer avec les attentes de toutes les personnes ici présentes qui peuvent être diamétralement opposées. Monsieur. Pardon. Alors, on oscille entre les questions matérielles, parking, c'est important, et puis les questions mémorielles. Juste un mot à propos du nom Jean Zay, parce que on connaît tous ce nom. Il est un emblème de la résistance, du courage politique, de l'innovation politique. Mais moi j'ai attendu l'âge de 63 ans pour connaître Jean Zay, parce que je l'ai lu. J'ai lu Souvenir de la solitude. Et je trouve que dans les conversations qu'on a, à propos de Jean Zay, on entend deux sons de musique, deux instruments très différents. La parole de ceux qui ont lu ce livre et celle de ceux qui ne l'ont pas lu. Ça s'entend. Ce livre est si important, y compris pas seulement pour l'histoire, pour la littérature. C'est aussi un très grand écrivain. Ma question est très simple. Est-ce que la ville de Riom, pour informer sur ses friches carcérales, envisage de donner à ses administrés un temps d'études, des conférences, un film, une pièce de théâtre, je ne sais, des informations pour que Jean Zay ne soit pas seulement cette abstraction qu'il est pour les jeunes générations. Moi, je suis professeur. Il est pour les jeunes générations. Les gens de 20 ans savent que Jean Zay, c'était le grand ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts et qu'il a quelques titres à être honoré aujourd'hui, mais ils n'en savent pas beaucoup plus. Et il faut savoir de quoi on parle. Il y a un moment donné où il faut sortir de l'effigie pour aller dans le réel, et cet homme est réel en fait. Le très beau spectacle de théâtre proposé actuellement qui tourne s'appelle Jean Zay, l'homme complet. Et on prend des leçons incroyables. Et ceux qui l'ont lu le savent, et ceux qui ne l'ont pas lu ne le savent pas. Et quand je lis certaines interventions ou quand j'écoute certains propos, je me dis, lui, il a le droit de parler, mais pas de Jean Zay, parce qu'il ne l'a pas lu pour l'instant. Alors, j'interdis rien à personne, hein. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison de le signaler et de le mettre en lumière. Dernière intervention sur l'aspect mémoriel. Monsieur, rapidement. Je crois que les Riomois qui ont voulu connaître Jean Zay ont pu le faire tout au long de l'année qui s'est écoulée grâce à l'action de l'association qui s'appelle Amarion, qui se préoccupe justement du devenir de la prison, qui a organisé des conférences sur Jean Zay écrivain, qui a invité le spectacle théâtral à Riom, qui a rencontré un grand succès populaire. Et je ne crois pas que les Riomois aujourd'hui, peut-être les Riomois n'ont pas tous lu, bien sûr, les écrits de prison de Jean Zay, mais je crois que le travail associatif qui a été construit par l'association Amarion, dont plusieurs membres sont dans la salle, fait partie justement de cette éducation du public, comme l'histoire des évasions de cette prison, comme l'histoire enfin écrite et non plus rêvée d'un certain nombre de ces évasions, comme tout ce qui se met en place au cours de cette année autour des manifestations. Je voulais dire par exemple que FR3 va consacrer au début du mois de juin 4 émissions sur 4 temps forts de l'histoire de la libération de l'Auvergne, et que après les combats du Montmouchet, la rafle de Murat dans le Cantal, une de ces émissions sera consacrée à la maison d'arrêt de Riom et à l'évasion des patriotes du mois d'août. Nous parlerons bien sûr de Jean Zay à ce moment-là, puisque lui n'a pas eu le temps d'être libéré. Donc je crois, monsieur, que vous avez une vision un peu fausse du niveau intellectuel du Riomois moyen. Je tenais à vous le dire gentiment. Gentiment. Merci. Oui. Merci. Merci bien. Dernière question. Hein. Dernière question. Madame Jean Zay, vous voulez... Madame Jean Zay. Attendez, j'arrive. Merci pour l'aide des micros, hein, super. Hein. Moi, je fais 18 bornes aujourd'hui. Allez-y, je vous en prie. Un mot très très rapide par rapport à ce qui a été dit. D'abord, je rappelle que le livre qui a été écrit en prison par mon père, qui s'appelle Souvenir et solitude, qu'il a fait sortir par des feuillets clandestinement. Il a écrit ça en 1943, sur quelques mois.
clandestinement. En l'occurrence, ma mère, qui avait obtenu le droit de visite, faisait sortir ses feuillets au fond du Bourlando, parce que moi j'étais bébé. Donc il y a toute une histoire de ce livre. Mais ce livre parle ô combien de cette prison, parce qu'en gros, il y a 3 choses dans ce livre: le retour sur le passé de son action de ministre, le présent tellement douloureux de la prison et de toutes les catastrophes qui ont été, le procès de Clermont-Ferrand, etc., etc. Et puis surtout, il essaie de penser l'avenir. Comment, quand la France sera victorieuse, comment reconstruire une république plus forte et plus juste. Et c'est là où est sans doute la très grande actualité de ce livre. Et puis je voudrais simplement signaler qu'un autre ouvrage est paru, toujours chez le même éditeur. Alors, Souvenir de solitude, c'est en poche. Il y a un autre livre un peu plus gros chez Belin qui s'appelle Écrits de prison de Jean Zay, qui contient des fragments de lettres. Parce qu'il y a une chose qui a aidé mon père à survivre, si je puis dire, c'est l'écriture. C'est l'écriture, quelle qu'elle soit, l'écriture de lettres, écriture de romans policiers, écriture de nouvelles, mais écriture de lettres. Et dans ce volume Écrits de prison, il y a des fragments de lettres, il y a aussi le texte de la défense qu'il avait présenté lui-même à son procès, il y a des textes de petits carnets qu'il avait sur lui en prison et qu'il dissimulait, des petits carnets. Bref. Et puis, au mois de mai, va paraître dans la collection Bouquins un autre volume avec des inédits, là encore, et qui s'appellera Jeunesse de la République, au mois de mai, chez Belin. Et je termine, chez la collection Bouquins, je termine par le projet d'un film de Laurent Verret, qui est en train de préparer un film sur la vie, la prison, en l'occurrence. Il est venu tourner ici, d'ailleurs. Il a tourné grâce à l'autorisation de la mairie, etc. Donc ce film sortira à la fin de l'année et à mon avis, ça sera un très beau film. Merci beaucoup, madame. Merci pour toutes ces précisions. Dernière question. Oui, madame, vous serez la dernière. Oui, bonsoir. Question très terre à terre par rapport à ce que vient de dire madame. C'est normal, on oscille entre les deux, c'est normal. Moi, je suis riomoise d'adoption et je suis ravie d'être dans cette ville. Lumière ou pas lumière, voiture ou pas voiture. Juste pour vous demander, en fin de compte, le calendrier. Voilà. Donc les travaux, combien de temps vont-ils durer? Quand est-ce que c'est prévu? Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir me dire une date définitive, mais qu'on ait un ordre d'idée. Merci. Horizon 2026 pour le début, c'est cela? Oui, voilà, tout à fait. Bon, on va rentrer dans une phase, effectivement, on va concrétiser maintenant ce projet. Donc on a tout un tas d'études complémentaires, de discussions avec les partenaires, nos architectes, la ville, la collectivité au sens large, l'université qui s'installe. Donc ça va être une phase dense, on est content de l'attaquer maintenant. Oui, on estime qu'il y aura un démarrage de travaux en 2026 et une livraison au moins 2028 parce que ce sont des travaux assez complexes, notamment sur la chapelle. Mais d'ici là, on a prévu des dispositifs d'occupation temporaire donc qui permettront d'ouvrir les sites au Rio-Mois assez rapidement. Merci beaucoup. Merci pour cette dernière question, comme ça on clôt le débat. Alors certes, c'est que le début. Comme vous l'avez compris, il y aura d'autres concertations, bien sûr. La Maison des Projets va ouvrir. Vous pourrez vous impliquer, parler de tout ce qui vous intéresse, vos attentes, vos réflexions, vos préoccupations. La communication sera à venir. Monsieur le maire, on peut peut-être terminer rapidement en parlant de cette Maison des Projets et de tout ce que ça peut susciter. Donc, la Maison des Projets va ouvrir début juin, je crois. Donc, elle sera située dans la maison d'arrêt, pour que tout le monde puisse prendre connaissance des locaux, mais enfin, pour beaucoup, vous les avez déjà visités. Moi, je voudrais dire que j'espère que vous avez tous compris que le projet n'est pas finalisé et qu'il est en cours et qu'il peut changer, qu'il peut y avoir des modifications. On a parlé tout à l'heure de maison de retraite, c'est pas une maison de retraite, c'est une maison senior. On a parlé de la maison médicale, cette maison médicale est prévue. Tout ce qui avait été dit sera étudié pour voir dans la mesure du possible de réaliser ce qui avait été envisagé au départ. Mais il faut bien que vous compreniez ce soir que c'était une première présentation. Le cabinet ne peut pas aller plus loin pour vous donner des renseignements puisqu'ils viennent d'être retenus.
Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez pu voir qu'il y avait des gens de qualité qui travaillaient dans ces différents organismes, dans ces différents cabinets, et que demain, je suis certain qu'on sera tous fiers de ce qui aura été réalisé sur ces prisons. Je remercie l'ensemble des participants pour leurs réponses qui ont été claires, nettes, précises, peut-être pas suffisamment pour certains. Je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura d'autres débats, d'autres forums qui seront mis en place. N'hésitez pas à faire part de vos réflexions. La maison, la mairie est à votre disposition pour recevoir les remarques que vous n'avez peut-être pas pu formuler ce soir. Mais n'hésitez pas, on a besoin de vos informations et de vos souhaits pour pouvoir réaliser un projet de la nature et de l'ampleur qu'on voudrait pouvoir réaliser. Voilà, je vous remercie tous ce soir d'être venus nombreux. Sachez qu'il y a, je me permets, des visites commentées par le Pays d'Art et d'Histoire demain, 13 et 14 avril, les 4 et 5 mai, les 8 et 9 juin, tout juillet et août également, sur le Pays d'Art et d'Histoire. Sur inscription, on va sur le site Pays d'Art et d'Histoire. Le 13 août, une cérémonie bien sûr organisée. Et les 21 et 22 septembre, journée du patrimoine. Et puis également une séquence artistique avec une exposition du 10 au 22 juin se tiendra. Avec le 20 juin, un hommage à Jean Zay avec lecture de textes, entre autres. Pays d'Art et d'Histoire pour te retrouver et la Maison des Projets pour recueillir, bien sûr, vos doléances. Merci infiniment aux participants, aux jeunes, à l'école d'archi, au cabinet, à tous les studios qui sont là, madame. Je crois qu'on peut remercier l'animateur pour la prestation qu'il a effectuée. Je vous en prie. Et je voudrais surtout remercier les deux personnes qui travaillent énormément à la mairie. Si tu veux bien te rapprocher. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, le directeur de cabinet, donc qui fait un travail remarquable, et Fabien, qui est tout. Et je voudrais remercier toutes les équipes de la municipalité et puis les différents intervenants. Merci à tous. Merci et bonne soirée et bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.